Et donc, pour commencer pour cette première table ronde, j'appelle à venir me rejoindre Karine Wolfstad, Corinne Imbert, je vous en prie, venez vous installer, Lise Da Silva, Cyril Colombani et Patrick Gasser. Donc, cette table ronde qui est consacrée à l'indépendance des pharmaciens, un pilier indispensable. Je pense que le point d'interrogation est un petit peu en trousse, parce qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un pilier indispensable. Donc, j'ai commencé par vous, Madame Karine Wolfstad. Donc, vous êtes présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Alors, comment est-ce que l'ordre que vous représentez peut-il contrôler ou comment contrôle-t-il de fait l'indépendance des pharmaciens d'officine? Je vous donne... Merci pour cette invitation. Merci Pierre-Olivier pour avoir choisi ce thème, en effet, ô combien important pour notre profession, mais surtout pour les patients et la qualité de service que les pharmaciens doivent aux patients. Et l'indépendance du pharmacien est évidemment un enjeu majeur qui permet de garantir cette qualité de service des pharmaciens. Donc c'est en effet d'abord une mission de l'ordre, de défendre l'indépendance des pharmaciens. Alors, on retrouve ce principe dans différents textes, bien sûr le Code de la santé publique, le Code de déontologie, et les évolutions récentes sur les fonctionnements des sociétés, et notamment la possibilité pour les ordres, et même je dirais même l'obligation pour les ordres, au moment de l'inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens d'un professionnel de santé, de vérifier qu'en effet son indépendance va être garantie dans l'exercice de l'art, de son art pharmaceutique. Donc c'est bien une mission de chaque conseil, que ce soit les pharmaciens d'officine, mais tous les conseils, de s'assurer, au travers des documents qui lui sont transmis en vue de l'inscription, de garantir l'indépendance du pharmacien. Si ce n'est pas le cas, l'ordre peut refuser l'inscription au tableau si, en effet, il y a des signes qui ne respectent pas les textes en termes d'indépendance. Mais justement, sur quels critères pouvez-vous déterminer le degré d'indépendance d'un pharmacien d'officine? C'est au regard de l'ensemble des documents qui sont fournis, comme les pactes d'associés, les modes de financement, etc. Et de s'assurer qu'à chaque fois, le pharmacien va pouvoir être libre de prendre des décisions sur la façon de gérer sa société, sur les investissements à faire, sur les décisions qu'il va pouvoir prendre en tant que professionnel de santé. Et si on se rend compte à la lecture de ces documents que le pharmacien doit rendre des comptes, par exemple, à un fonds d'investissement, et qu'il ne pourra pas, par exemple, qu'il faut qu'il ait l'avis d'un financier pour investir dans un robot ou que sais-je, à partir de certains montants, eh bien tout ça sont des facteurs qui peuvent inciter à penser que le pharmacien ne sera pas libre d'exercer comme il l'entend son art, et donc possiblement d'entacher la qualité de service qu'il est en droit de donner aux patients. Je vous demande de prendre notre micro, ça va éviter les allers-retours. Alors, le Conseil d'État a récemment rendu un avis concernant les vétérinaires. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi est-ce qu'un jour il pourrait éventuellement impacter votre profession. D'abord, qu'est-ce qu'il y a dans cet avis et en quoi il vous concernerait? Alors, en effet, hein, les textes disent bien que le professionnel de santé doit détenir la majorité du capital, mais aussi les droits de vote. Mais il arrive parfois, et c'était le cas dans la décision prise par l'Ordre des vétérinaires, que bien que ça se soit respecté, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien à redire sur le capital et les droits de vote, eh bien, il y avait d'autres contrats qui, par ailleurs, pouvaient justement, un peu comme je le disais tout à l'heure, empêcher le professionnel de santé d'être indépendant sur les choix qu'il voulait faire pour sa société. Et c'est ça que l'Ordre des vétérinaires a choisi du coup de radier des sociétés, puisque en effet ne permettait pas, au travers d'autres documents, d'autres contrats fournis, de respecter cette indépendance. Et le Conseil d'État a donné raison à l'Ordre des vétérinaires d'avoir radié des sociétés, parce que bien que correspondant bien à la règle de détention de capital et de droit de vote, eh bien, il y avait d'autres documents qui empêchaient finalement, malgré tout, le professionnel de santé d'être indépendant. Donc ça pourrait s'appliquer en effet à d'autres ordres de santé, mais c'est vraiment du cas par cas en fait. On ne peut pas dire que ce soit une jurisprudence qui va pouvoir s'appliquer systématiquement. C'est vraiment du cas par cas en fonction des documents qui sont fournis à chaque fois à l'examen des dossiers d'inscription. Mais si je comprends bien, en soi, pour vous, c'est plutôt une bonne décision
En tout cas, qui assure encore un peu plus l'indépendance. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. Oui, absolument. Oui, oui, tout à fait. Ça va dans le bon sens. Après, on attend encore des textes sur les lois récentes qui permettent justement encore de renforcer ce pouvoir des ordres. Donc ça va dans le bon sens et on est bien sûr attentif. Alors, bon, l'officine j'allais dire, encore bien protégée, notamment grâce aux règles de détention du capital, etc. Mais vous savez que chez nous, on a aussi les laboratoires de biologie médicale. Donc, c'est des textes qui vont probablement aussi être intéressants dans certains montages de laboratoires de biologie médicale. Merci beaucoup. Corinne Imbert, bonjour. Vous êtes pharmacienne, mais là, je m'adresse plutôt à la sénatrice des Charentes-Maritimes que vous êtes. Est-ce que, selon vous, il faut faire évoluer les lois sur l'indépendance des pharmaciens d'officine? Et si oui, dans quel cadre? Et si je veux dire, jusqu'où? Bonjour à toutes et à tous et merci à l'USPO de m'avoir convié à cette table ronde. Merci, permettez-moi de remercier le président Pierre-Olivier Vario. Je vous en prie, faites donc. Tout de même. Et puis pour la qualité des relations que nous avons en amont des textes qui peuvent être examinés, qui sont susceptibles d'être examinés par le Sénat notamment. Évidemment, je suis attachée à l'indépendance des officines et des pharmacies d'officine. Donc, nous le savons tous, et Karine vient de l'expliquer, toute la vigilance que nous devons avoir. Toute la vigilance également sur le maintien et la préservation du monopole. On voit bien que c'est quelque chose qui est régulièrement attaqué. Parfois d'ailleurs, parce que je suis sénatrice, je siège dans la commission des affaires sociales du Sénat, plus particulièrement effectivement en charge des questions de santé. Mais on voit bien, et l'exemple de la loi d'accélération et de simplification, la loi ASAP, porter des mesures qui pouvaient impacter les officines de pharmacie. Alors, c'est une commission spéciale qui avait été mise en place, mais ça ne passait pas par la commission des affaires sociales du Sénat. Donc, on voit bien toute la vigilance qu'à la fois votre syndicat, à travers sa veille juridique, et nous, parlementaires, devons avoir, parce que c'est facile de faire sauter 2-3 verrous qui mettraient effectivement le réseau pharmaceutique, je vais dire, en danger. Et il ne s'agit pas de crier au loup avant qu'il ne soit là. Mais il faut reconnaître, et en tant que sénatrice, vous imaginez bien, comme tous mes collègues, nous sommes très attachés à l'aménagement du territoire, à ce que représente le réseau des pharmacies d'officine qui constitue une véritable colonne vertébrale en matière d'accès aux soins. On parle beaucoup d'accès aux soins. Mais pour les patients, une croix verte qui clignote, c'est une porte d'entrée. On peut rentrer facilement, sans rendez-vous, et avoir un professionnel de santé et son équipe à votre écoute. Donc, on voit bien toute l'importance que ça a, pour autant, avec un contexte où on a moins d'officines de pharmacie. Donc, la vigilance, elle doit être de tous les instants sur tous les textes, avec un danger, aujourd'hui, c'est la loi de financement de la sécurité sociale. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte politique, et sans faire de politique politicienne, où, vous l'avez vu ces 2 dernières années, la loi de financement de la sécurité sociale, et je me permets de le rappeler, c'est en euros plus que le budget de l'État, hein, eh bien, c'est adopté avec le fameux 49.3, c'est-à-dire que le Sénat, qui se fait un honneur à travailler le texte, à l'amender, etc., peut voir son travail balayé d'un revers de la main par une disposition constitutionnelle, mais à travers laquelle un gouvernement peut mettre un peu ce qu'il veut. Donc c'est ça le souci du parlementaire aujourd'hui que je suis, c'est cette vigilance et comment on anticipe les coûts, comment on mesure les effets de bord de ce qui peut être mis dans une proposition de loi, un texte de loi. Donc c'est tout mon travail. Mais est-ce que vous estimez aujourd'hui que l'indépendance des pharmaciens est en quelque sorte menacée ou potentiellement menacée? Moi, je pense qu'elle est potentiellement menacée. Il n'y a pas de raison qu'on échappe à ce qu'on appelle la financiarisation du monde de la santé. Preuve en est, c'est que cette préoccupation-là, elle va se traduire au Sénat par la mise en place d'une mission d'information sur les questions de financiarisation de la santé, qui sera rattaché bien sûr à la Commission des affaires sociales du Sénat, alors, qui n'est pas encore en place, hein, mais qui va de façon transpartisane travailler pendant 6 mois sur ce sujet-là, qui est un sujet majeur et qui pourrait évidemment fragiliser le réseau des pharmacies d'officine. Merci beaucoup. Cyril Colombani, bonjour. Vous êtes président de l'USPO des Alpes-Maritimes. Donc un exemple, effectivement, de ce qu'évoquait tout à l'heure le président. Alors, je crois que vous avez une histoire un petit peu... Enfin, vous avez été confronté à une expérience un peu particulière. Est-ce que vous pourriez nous la raconter, s'il vous plaît? Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Merci Pierre-Olivier. Cyril, mettez bien le micro près de la bouche, qu'on vous entende bien. Merci Pierre-Olivier pour l'invitation. Moi, ça va être une histoire vraiment très personnelle. Il y a 15 ans, maintenant, j'ai été le premier pharmacien à signer avec le réseau Galien Développement.
Galien Développement a été la première tentative pour un groupe financier d'investir au sein de l'entreprise. Cet investissement se faisait par le biais d'obligations convertibles en actions. En résumé, un prêt qui pouvait être transformé en actions au sein de la pharmacie dans l'hypothèse d'une ouverture du capital. Les paroles, au départ, pour recruter des pharmaciens étaient agréables à entendre. On se regroupe, on achète ensemble, on libère le pharmacien de toute la partie administrative qu'il peut y avoir, on le libère des achats, on laisse le professionnel de santé se concentrer sur son métier, le professionnel, qui est s'occuper des patients. Ça, c'est la façade qui est mise en avant pour recruter des titulaires, comme moi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont permis d'investir au sein de l'entreprise et d'être moins tenus que d'autres confrères qui sont entrés dans le groupement. Mais après, il y a une deuxième levée de fonds qui se fait avec un autre groupe qui vient. C'était Yaminvest, en fait, qui était derrière. Et là, le discours change. Tout change. La seule et unique logique d'un fonds, la seule et unique logique d'une financiarisation, c'est pas l'humain, c'est pas la santé. La seule logique, c'est la rentabilité. Le pharmacien devient un citron qu'on presse. Les équipes sont mises sous pression. Nos latitudes de choix deviennent de plus en plus minces au fur et à mesure que le fonds accroît la pression pour récupérer de la rentabilité. Pendant 5 ans, on a été plusieurs à rentrer et à se battre avec ça. Je vous passerai les déboires que l'on a eus pour arriver à s'en sortir. Nous en sommes sortis parce que nous sommes unis et qu'on a réussi à s'en sortir comme ça par rapport à un groupe financier. Aujourd'hui, moi, ce que je peux vous dire de ma petite expérience dans ce groupe-là, c'est que l'ouverture du capital ou l'entrée de fonds, c'est la mort de la pharmacie française telle qu'on la connaît. Que ce soit court, moyen ou long terme, c'est sa mort. C'est sa mort pour une raison simple. Le fil conducteur étant le fait d'avoir une rentabilité importante. Les officines qui vont se retrouver en dehors des grandes métropoles, aucun intérêt, plus aucun repreneur, elles fermeront. Ça sera la mort du tissu, du réseau. Seules les pharmacies les plus rentables resteront présentes. Peut-être qu'ils ouvriront 1 ou 2 annexes à côté pour faire de la délivrance de médicaments. Et encore, vu qu'il y a des tentatives aujourd'hui d'envoyer les médicaments par la poste, on va perdre ce qui fait la qualité de la pharmacie française, c'est ce rapport humain, ce professionnel de santé qui est présent du lundi au samedi, qui effectue des gardes. Il n'y a plus de professionnels de santé qui font des gardes. Les médecins ne les font pas tous. Je pense que c'est pas obligatoire. Va réagir tout à l'heure. Mais les pharmaciens, tout le temps, 24 heures sur 24, 365 jours par an, sur tout le territoire français. Et moi, le cri d'alarme que j'ai envie de porter et que je porte depuis des années par rapport à ces groupes, il est là. Faire rentrer un groupe, c'est tuer la pharmacie. Et si vous voulez voir à quoi ressemble une pharmacie financiarisée, allez faire un tour en Angleterre ou aux États-Unis et regardez à quel point il est difficile de trouver un médicament qui soit un original et pas une contrefaçon. Regardez à quel point il est difficile de trouver un conseil dans ces pharmacies anglo-saxonnes. Et aujourd'hui, je le dis clairement, les politiques devront porter le choix de la pharmacie de demain. Mais il n'y a pas de demi-mesure. Soit il y a une ouverture du capital, même partielle, et c'est la mort du réseau, soit le réseau reste indépendant. Mais il ne faut pas croire que l'on va arriver à entrouvrir la porte et à endiguer le flot qui va vouloir nous ensevelir. Merci beaucoup, c'est très clair. Je pense qu'évidemment, vous allez réagir tout à l'heure parce que j'ai d'autres questions à poser. Mais je pense d'ailleurs, vous êtes aussi, je vous rappelle, vous êtes amené à réagir. Si vous avez des questions, des interventions, non, vous écrivez. Okay. On va refaire, je vois qu'il y en a qui n'ont pas bien écouté. Si vous avez des questions à poser à la suite de cette table ronde, vous écrivez sur un papier vos questions. On va les colliger, on va les apporter et je vais les poser en votre nom. Si vous souhaitez l'écrire par texto, vous envoyez un texto à Bénédicte. Pourquoi on fait ça? C'est pour éviter, pour pouvoir grouper lorsqu'il y a des questions qui sont un peu dans le même ordre, qu'on n'ait pas 4 fois la même question. Donc, vous les écrivez, vous les envoyez s'il vous plaît. Merci. Lisa da Silva, bonjour. Vous êtes présidente de l'ANEF, donc ce sont les étudiants en pharmacie de France. Qu'est-ce qui peut donner comme ça une étudiante comme vous, donc qui est jeune, l'envie d'être une pharmacienne d'officine aujourd'hui?
Bonjour à tous. Je vais également remercier l'USPO et notamment Pierre-Olivier parce que du coup j'ai pris mon mandat en juillet et les relations ont toujours été très bonnes et très saines entre nous et c'est vraiment très agréable d'avoir des relations comme ça, mais autant aussi avec Karine et tous les acteurs qui entourent la NEPF aujourd'hui. Juste avant de commencer la question, mais aujourd'hui si on parle d'indépendance, c'est des notions qui sont très dures pour les étudiants. On parle de capital, on parle de financement. C'est des choses malheureusement qui ne sont pas assez poussées dans notre formation et sur lesquelles, si on n'est pas sensibilisé ou en tout cas correctement entouré, notamment des syndicats et de l'ordre, c'est compliqué d'avoir un visuel dessus et du coup d'être alerté. Et c'est marrant parce qu'en fait, toutes les menaces qui ont été un petit peu mise en avant par les 3 dernières prises de parole, c'est, je pense, ce pourquoi les étudiants se tournent vers la pharmacie, notamment l'indépendance de la profession, le fait qu'aujourd'hui le pharmacien reste quand même assez libre dans son officine et dans la pratique qu'il veut faire. Je vais y arriver. Le cadre de vie, l'environnement, mine de rien, aujourd'hui, on est une profession qui recrute partout, que vous vouliez travailler à la montagne, à la mer, dans les métropoles, à la campagne ou autre, on peut trouver une pharmacie, on peut pouvoir exercer là où on le souhaite. C'est une pratique qui, aujourd'hui, une profession aussi où on a un peu désacralisé le fait que le pharmacien est un pousseur de boîtes ou un épicier, comme on a pu souvent entendre. Aujourd'hui, on rentre dans un métier qui est beaucoup plus clinique, où on mêle un peu plus de pathologie, où on mêle l'entrepreneuriat, où on met du social. Et c'est ça aujourd'hui que cherchent les étudiants, c'est cet accompagnement du patient. Et là, on part un peu, on parlait tout à l'heure des négociations, mais avec l'agrandissement des missions. Et ça, c'est quelque chose qui est énormément poussé en ce moment et qui est vraiment apprécié par les étudiants parce que c'est cette recherche-là de l'accompagnement, du soutien et de pouvoir être tout au cours de la vie du patient. Donc, c'est un peu tout ce qui est menacé aujourd'hui à cause de la financiarisation qui fait que les étudiants ont envie de devenir pharmaciens ou en tout cas s'engagent dans cette filière-là. Mais alors pour vous, aujourd'hui, quel serait le meilleur modèle économique possible pour quelqu'un comme vous, justement, qui va commencer dans la profession? C'est quoi l'idée que vous faites, vous, du modèle économique un petit peu idéal? Je suis en 4e année de pharmacie, je n'ai pas encore commencé mes cours Question d'économie. Non, mais évidemment, du coup, j'ai réussi en 6 mois un peu à toucher à tout ça et en tout cas à avoir... je dirais quelques éléments de réponse. Évidemment, ça sera avec mon regard de jeune étudiante et de jeune citoyenne aussi. De futurs professionnels. Et de futurs professionnels. On peut un peu tout mêler. Mais je dirais qu'en soi, en fait, ce serait un modèle économique qui, de un, serait vertueux pour du coup le pharmacien, le titulaire, pour l'officine en fait tout court, parce que c'est ce qu'on disait aujourd'hui, c'est le pharmacien le titulaire qui va être touché en premier, mais derrière c'est une pression qui est mise aussi aux adjoints et à l'équipe qui entoure ce titulaire, le titulaire qui a subi cette financiarisation et qui de facto va toucher le patient parce que évidemment on sait très bien que si derrière on a des équipes sous tension, c'est des équipes qui prennent moins bien en charge malheureusement contre leur gré les patients si je fais le lien avec ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est ce qu'on veut nous pouvoir prendre correctement en charge. Je dirais que c'est une officine qui reste avant tout un établissement de santé et qu'avant la rentabilité, c'est le patient qui prime là-dessus. Donc c'est vraiment essayer de faire en sorte que ce modèle économique-là ne touche pas à la qualité de vie du patient, à la prise en charge du patient et derrière, en fait, tout simplement à la vie de l'officine. Merci beaucoup, Lisa. Patrick Gassard, bonjour. Vous êtes président de l'Avenir SP. C'est un syndicat de médecins un peu particulier parce qu'il fait partie des rares qui prônent plutôt la coordination, la coopération entre tous les professionnels de santé, pas seulement les médecins entre eux. Alors vous avez en plus une approche originale, c'est que vous considérez que le médecin maintenant doit être aussi un entrepreneur. Alors, quelle expérience vous pourriez partager justement avec les pharmaciens qui sont aujourd'hui sur ce côté entrepreneuriat d'un professionnel de santé? Bonjour, merci de cette invitation. C'est pas souvent qu'on m'invite effectivement. Profitez-en. Parce que probablement très jeune syndicat, mais aujourd'hui syndicat très représentatif et représentatif des médecins spécialistes. Je ne parlerai donc pas pour la médecine générale, d'accord ? Sinon, certains m'en voudraient. Alors, l'entrepreneuriat, c'est un élément que je porte depuis près de 30 ans. Et il y a 30 ans, quand on parlait à nos collègues médecins d'entreprise médicale libérale, on avait les œufs
on avait tout le reste, hein, les tomates, etc. Et aujourd'hui, je suis heureux parce que on parle d'entreprise médicale et d'entreprise médicale libérale. Et j'espère que demain, nous parlerons d'entreprise médicale à mission. Et je pense que le terme de mission est probablement à rajouter, mais on pourra en discuter dans un second temps. Alors, c'est quoi? Alors, être entrepreneur, c'est aussi de savoir prendre des risques, c'est de connaître les besoins et d'évaluer ce qu'on a fait. Et moi, sur les 20 dernières années, mon évaluation est qu'on est quand même dans un grand échec aujourd'hui, puisqu'on a un problème d'accessibilité aux soins, d'équité des prises en charge. Et donc, aujourd'hui, effectivement, il faut un grand boom. Alors, la financiarisation, on l'a vu dans nos spécialités médicales. La biologie, vous en avez parlé, madame, j'y reviendrai pas. Et je crois que le retour en arrière sera malheureusement difficile. N'oublions pas qu'il y a l'Europe. Personne n'a parlé d'Europe aujourd'hui. Et donc, on aura cette problématique d'Europe. Et il me semble bien qu'il y a eu dernièrement une problématique européenne, là. On l'a vu là sur nos routes et sur nos ronds-points. Donc, il ne me semble pas qu'il y ait que nous. Pas du tout quand vous parlez. Voilà. Donc, il faut se méfier aussi de ce qu'on nous pond en Europe, qui aujourd'hui ne nous est pas imposé, d'accord, mais qui risque de nous être imposé. Alors, être entrepreneur, c'est quoi? C'est effectivement voir l'évolution à la fois de nos métiers, à la fois de nos carrières, et comment on répond à la population. Si on répond à la population, et je pense que demain, on doit y répondre collectivement. Répondre collectivement, c'est pouvoir monter une entreprise viable, et donc, c'est quel modèle économique? Et aujourd'hui, est-ce que, au travers des négociations conventionnelles, et vous savez que je suis aussi en négociation conventionnelle, Thomas Fatome n'est pas encore arrivé, mais demain après-midi, nous avons une nouvelle séance de négociation, eh bien, il faut aussi qu'au travers de ces négociations, on puisse maintenir à la fois le tissu des professionnels et puis mettre en place cette nouvelle organisation. Et ça, je suis désolé, mais ça demande obligatoirement des finances. Alors, finances, quand on parle financiarisation, simplement pour terminer là-dessus, tout est péjoratif. Moi, ce que j'ai entendu, tout est péjoratif. Financiarisation, ce n'est pas obligatoirement péjoratif. On a besoin d'argent. Il faut bien aller chercher de l'argent quelque part. Et il me semble que ça ne se trouve pas sous les sabots du cheval. Donc, il faut aller chercher des financeurs. Quel type de financeurs faut-il aller chercher? Et c'est pour ça que moi, je prône pour un financement durable. Est-ce que ça peut exister? Pourquoi? Parce que nos jeunes, aujourd'hui, ne veulent pas obligatoirement investir comme nous avons investi. Il y a des temps pour investir. Je peux avoir envie d'investir à un instant T donné et T plus 1, ne pas vouloir devenir salarié. C'est l'évolution des carrières. Et ça, il faut que l'entreprise soit viable à travers cette évolution des sociétés. Et c'est ça notre plus grande, notre objectif de demain. C'est de permettre aux plus jeunes de rentrer dans des sociétés. Mais il faut un financement. Surtout ne pas dire on n'a pas besoin de financement. L'innovation est demain. N'oubliez pas, l'IA demain, tout le monde en aura. Et aujourd'hui, un diagnostic d'IA pour une maladie X banale, c'est 1 €. OK? Donc, c'est quelle évolution de notre métier à tous et comment, et donc chacun a sa fiche de poste, comment on la met en place. Je suis désolé, j'ai été long. Mais non, mais c'est pas grave, Patrick. On va bientôt passer aux questions de la salle, donc Bénédicte va passer dans pas longtemps récupérer vos questions. Juste avant, j'avais une question à poser à l'ensemble d'entre vous. Je demanderai des réponses courtes parce que d'avoir du temps est compté, puis il faut vraiment qu'on ait fini à 18h. Est-ce que vous considérez, chacun d'entre vous, que des modèles franco-français qui est très particulier quand même, qu'on n'a pas dans le monde entier, est-ce que vous pensez que ce modèle aujourd'hui, il est menacé ou pas? La parole est libre, prenez le micro comme vous le souhaitez, et en quelques mots, est-ce que vous pensez que c'est menacé ou pas aujourd'hui? Ou est-ce qu'il faut, en tout cas, est-ce que je vous posez la question autrement, est-ce que ce modèle, vous pensez qu'il faut le protéger, et si oui, comment?
moi, je pense que si on est tous de bonne volonté, il n'est pas menacé. Ok. Voilà. Merci. Les autres? Moi, je pense qu'il est menacé aujourd'hui, pas par nous, par des forces extérieures qui veulent récupérer le gâteau et qui veulent, en fait, n'avoir que des professionnels de santé qui soient salariés, plaçables à un endroit, utilisables et remplaçables. Pour moi, la plus grande qualité de notre système de santé, c'est l'humain. La relation humaine qui existe entre un professionnel de santé et le praticien, c'est le cœur du système de santé. Et il est menacé aujourd'hui parce que ce que veulent certains, c'est casser cette relation-là au profit uniquement d'une relation financière. Merci. Votre réaction à toutes les trois? Allez-y, je vous en prie. Oui, merci. Donc, en fait, la difficulté, c'est effectivement de trouver les modèles vertueux pour reprendre effectivement ce que vous venez de dire. Hein, je souscris complètement. Il faut bien différencier financement et financiarisation. Il y a des financements qui sont tout à fait vertueux, qui garantissent justement l'indépendance du pharmacien. Et pour répondre justement pour les jeunes étudiants, hein, dans ce que fait l'ordre, mais aussi les syndicats, c'est de recevoir justement les jeunes futurs installés, d'échanger avec eux sur les propositions qu'ils ont de partenariat et de les alerter sur les risques potentiels de tel ou tel contrat ou tel ou tel. Donc ça, moi, pour répondre aux étudiants et aux jeunes qui ont envie de s'installer ou aux moins jeunes, c'est vraiment de s'interroger, d'aller voir les conseils de l'ordre. Hein, l'ordre, c'est aussi un conseil pour justement les accompagner dans ces choix. Et globalement, effectivement, la difficulté qui va être pour nous tous demain, c'est de trouver ces financements vertueux qui vont permettre au réseau de continuer d'évoluer, parce qu'en effet, nous avons des évolutions devant nous qu'il va falloir que la profession prenne, que ce soit la pharmacie clinique, l'intelligence artificielle, l'organisation pour répondre aux attentes de nos patients. Donc il y a clairement besoin de financement, d'évolution, d'investissement dans nos outils de travail. Donc c'est comment effectivement on concilie ce financement avec, encore une fois, l'indépendance, l'éthique pour l'ensemble du réseau. Merci Corinne et Sylvain. Et pendant ce temps-là, on va récupérer des questions. Bénédicte va me les apporter, puis on va les poser en votre nom. Donc c'est le moment où jamais de poser vos dernières questions, on va les récupérer. Je dirais que si aujourd'hui on parle de menaces, c'est qu'on n'a peut-être pas été... voilà, du coup, je prends la casquette étudiante, mais du coup, par manque de connaissances et de formation dès le début sur ce que c'est un financement peut-être virtueux, sur ce que Donc c'est... c'est inquiet à votre droite. Ils sont toutes les deux sont absolument d'accord. Oui, c'est vrai. Sur ce que c'est un modèle économique, sur ce que c'est une entreprise, sur tout ça. Je pense qu'on reste beaucoup trop basique dans notre formation et aujourd'hui on ne parle pas de ça et c'est même un peu tabou. Comme si c'était sale, comme si l'argent n'existait pas. Ouais, exactement. Et là par contre nous, à la NEP, on a engagé des travaux avec nos doyens pour rentrer dans la formation ces questions-là, rentrer dans la formation aussi tout l'aspect critique. Savoir être critique avec ce qui nous entoure et pouvoir un peu réfléchir sur les propositions et pareil sur toutes les questions, c'est un petit peu plus à côté mais ça rentre dedans, les lois anti-cadeaux et autres choses sur lesquelles encore une fois on n'est absolument pas formé. Je pense que du coup si aujourd'hui on est menacé, c'est parce qu'on n'a pas été bon au début de la chaîne qui est la formation. Merci Corinne, s'il vous plaît. Écoutez, je partage ce qui vient d'être dit. Tout à l'heure, je parlais des faits de bord. Évidemment, des financements vertueux, personne n'est contre et il faut des financements pour que les pharmaciens puissent investir. Tout le réseau des pharmaciens d'officine a envie de relever le gant, a envie de s'engager dans des nouvelles missions. Il y a des vraies attentes de la profession au service des patients. Tout ça est vertueux et honore la profession que vous représentez toutes et tous. Pour autant, il y a des risques et c'est de ces risques dont il faut se protéger, sur lesquels il faut être vigilant. Les situations, une fois qu'on constate le dérapage, c'est souvent trop tard. Il ne faudrait pas qu'on soit dans le mur. Voilà, c'est tout. Donc, et c'est pas nouveau, mais on l'a vu par le passé, où les intérêts financiers, j'allais dire les intérêts budgétaires, primaient sur les intérêts de santé publique. Quand on dit que des fois, Bercy prend la main sur cette belle maison, il y a une réalité. Quand on parle de déverrouiller, pas plus tard que la semaine dernière, l'économie, et qu'à travers ça, on parle de médicaments, de faciliter la vente de médicaments par Internet, on oublie de dire que le réseau des pharmacies d'officine et toute l'organisation qu'il y a en amont protège nos concitoyens d'avoir des faux médicaments et un trafic de médicaments dans notre pays. Donc, tout ça, on l'oublie un peu trop vite
pour des raisons parfois budgétaires, d'économie, là aussi qui sont censées être vertueuses. Donc c'est là-dessus qu'il faut. Mais le pharmacien est aussi un chef d'entreprise et il faut qu'il l'assume. Je crois que tout le monde l'assume aujourd'hui. Il y a une autre difficulté, c'est qu'effectivement, on voit bien, l'écosystème est comme ça, est ainsi aujourd'hui, et ça rejoint ce que vous disiez. Le danger, c'est que on a vu la disparition d'un certain nombre d'officines dans notre pays. On est passé sous la barre des 20 000 officines. Donc le chiffre moyen des officines a dû augmenter et que quand il y a une transmission, une cession, eh bien, tout le monde n'a pas l'apport, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents effectivement qui sont prêts à donner un coup de main. Donc ça devient plus compliqué de s'installer. Et ça, on ne peut pas le nier. Et derrière le risque, c'est effectivement, et je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, parce que c'est un risque identifié, c'est que certains rachètent des officines, fassent tomber la licence, et qu'on arrive au fameux désert pharmaceutique, malheureusement, qu'on craint, etc. Et que ça soit quelque chose qu'on n'arrive pas à arrêter. Donc, donner les moyens aux pharmaciens d'officine d'assumer ces missions telles qu'elles sont possibles aujourd'hui, ça sera aussi le meilleur moyen de garantir l'indépendance des officines avec, je reviens au budget de la sécurité sociale, avec quand même chaque année 800 millions ou 1 milliard d'euros qui sont faits sur le dos du médicament. Donc ça pose la question dès aujourd'hui des moyens pour la pharmacie. J'allais dire de demain, c'est le sujet de vos rencontres, mais même d'aujourd'hui. Le sujet est déjà sur la table, c'est l'objet des conventions, des négociations conventionnelles auxquelles vous participez activement. On va peut-être en parler d'ailleurs tout à l'heure, la prochaine table ronde. Bénédicte, c'est à vous que revient maintenant les questions de la salle. Merci bien. Merci. Alors, première question. Il apparaît que dans les montages financiers via des fonds, le pacte associé conclu réellement ne s'est pas produit à l'ordre par le juge installé. Comment combattre cette opacité? Alors, comment combattre globalement l'opacité dont vous avez parlé, Cyril? Cette opacité, effectivement, entre la façon dont les gens viennent. Pour poser la question autrement, tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez réussi. Comment, justement, vous avez réussi à y échapper? Alors, faut se rappeler que c'était déjà il y a 15 ans. Oui. Hein, aujourd'hui, Galien était le premier. Et l'ordre a été, je pense, surpris au moment où les choses sont arrivées par ces obligations convertibles. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune naïveté de la part de l'ordre sur ces sujets-là. Ils ne sont plus surpris, ils connaissent ce qui se passe, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans. Aujourd'hui, si on veut lutter contre les fonds, il faut qu'il y ait un contrat qui soit porté au dossier dans lequel chaque partie s'engage sur certaines responsabilités. C'est-à-dire que le financier ne vient là que pour porter une dette avec en face un pourcentage qui va être gagné à la fin ou autre, et que le fonds s'engage par là à respecter la totale indépendance du pharmacien sur l'ensemble de ses choix, que ce soit son expert comptable, son grossiste, son génériqueur, et que le fonds ne soit pas lié à un groupement. Parce qu'aujourd'hui, un des pièges vient des groupements qui vont lier le financement à l'appartenance à un groupement. Et le groupement va venir pomper une partie des remises du pharmacien, donc ses ressources et son développement. Et le pharmacien est bloqué parce que son financement provient du fonds qui est le propriétaire du groupement. Il paye 2 fois. Là est le danger. Il faut séparer le groupement du fonds de financement. C'est très clair. Maintenant, j'ai 2 questions pour Madame la Présidente, 2 questions précises. Y a-t-il beaucoup de dossiers pharmaciens qui sont retoqués aujourd'hui pour des raisons d'indépendance? Et où en est-on dans la publication du code de déontologie? Je vois que vous souriez, mais je vous laisse donc répondre. Oui, je préfère sourire, sinon je vais pleurer. Donc, voilà, j'ai décidé de pas sourire. tout de suite, je vous en prie. En fait, alors je réponds déjà à la dernière sur le code de déontologie. Donc, on progresse j'allais dire, à petits pas. Il ne vous a pas échappé qu'on a quelques remaniements ministériels. On attend encore, peut-être cet après-midi, qui sait, demain, un autre jour. Donc forcément, la conséquence, c'est que certains dossiers restent bloqués à certains étages. Alors, pas de la maison. La bonne nouvelle qu'on a très concrètement sur le code de déonto, c'est que nos échanges avec cette maison ministère de la Santé sont terminés. Donc, le code est parti maintenant... il a même été arbitré a priori de façon interministérielle, mais sous le précédent gouvernement. Donc est-ce que re-arbitrage ou pas? On n'espère pas. Normalement, il est parti. Donc
à Bercy, puisque vous savez qu'avant la soumission au Conseil, puisque le code de déonto doit être publié donc, par un décret au Conseil d'État. Et avant ça, il faut l'avis de l'autorité de la concurrence. Donc, il est aujourd'hui parti à la DGCCRF qui doit saisir l'autorité de la concurrence, qui doit rendre son avis. En fait, c'est en cours, quoi. C'est en cours. Ça mal. suit le cheminement. Okay, nous, on a fini côté échange, ordre et ministère de la Santé. On a une version stabilisée. Donc voilà. Donc maintenant, ça suit le chemin vers le décret en Sur la Conseil question d'État. du nombre de dossiers qui sont retoqués aujourd'hui. J'ai pas de chiffres. De grandeur éventuellement, juste d'ordre de grandeur. Je me retourne de loin dans la salle vers mes petits copains de conseils régionaux. Est-ce que quelqu'un aurait une réponse mais je ne crois pas qu'on ait de chiffres centralisés au niveau du conseil central A sur le nombre de peut-être un dossiers pourcentage. retoqués. C'est quoi, c'est 1%, 2%? Franchement, là, je dirais des bêtises. Donc, est-ce qu'on peut dire en tout cas que c'est pas beaucoup? Oui, je pense que c'est pas beaucoup. On doit dire, voilà, sur de grandeur, c'est pas Comme beaucoup. ça, intuitivement, je dirais pas beaucoup. On va se contenter pour l'instant et puis on essaiera de revenir vers vous. Pour d'autres questions. J'ai une dernière question à vous poser, vous, qui rejoint celle des questions de l'ensemble de la salle. Et je vous demanderai de faire une réponse courte parce que sinon on va déjà prendre du retard. Le contexte économique aujourd'hui, le contexte économique tel qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'il vous semble favorable ou pas à la préservation de votre indépendance? Le contexte économique global dans lequel on est aujourd'hui. Je sais que c'est une question compliquée avec une réponse courte. Je ne sais pas, je ne suis pas financier, mais je suis simplement médecin. Et les médecins pensent tout savoir, et notamment du côté financier, alors qu'ils ne comprennent rien. Tout ce que je peux dire, c'est que les financiers qui arrivent travaillent surtout en LBO, d'accord, et compte tenu d'augmentation des taux des LBO, ça leur commence à leur faire mal. Alors peut-être qu'ils vont partir. Voilà. Est-ce que le contexte financier nous aide? Non, sûrement pas. Sûrement pas, parce qu'on a besoin d'investir. Et donc, il faut qu'on trouve des investisseurs. Et c'est pour ça que je disais, moi, parce que vis-à-vis d'une jeune qui est là autour de nous, je dis, moi, je n'ai pas de crainte si nous faisons le job. D'accord? C'est surtout ça. Et c'est de se dire, travaillons tous ensemble à trouver les marges financières. Je vois qu'il y a l'assurance maladie. Peut-être qu'elle pourrait être prêteur sur gage. On va en parler tout à l'heure. Mais nous verrons. N'anticipons pas le débat. Voilà ce que j'avais à dire. Mais il faut plutôt en rire. Et vous, mesdames? Le contexte financier est certes compliqué, mais aujourd'hui, la France n'a jamais été aussi riche. Le PIB croît en permanence. C'est, je pense, la répartition de ces sommes qui est importante. Et je pense très sincèrement qu'il y a énormément de coûts cachés aujourd'hui pour toutes les professions, que ce soit les médecins. J'ai un papa généraliste et une maman dermato. Donc, c'est pas mal. Voilà. Et vous êtes pharmacien, bravo. Vous êtes le spectre. Et aujourd'hui, l'administratif est un coût caché pour l'ensemble des professions de santé qui, je pense, est négligé par l'administration. La perte de temps que l'on a, et ce n'est pas un message direct, c'est une réalité pour l'ensemble des choses. Aujourd'hui, la perte de temps administrative, les retards que l'on prend sur la e-prescription ou l'ensemble, sont des choses qui, aujourd'hui, coûtent à la nation et coûtent à tous les professionnels de santé très cher. Il y a des moyens d'améliorer ça. Donc, oui et non. La réponse est mitigée. D'accord, c'est bien. Une réponse à chacune de vous trois, très courte, s'il vous plaît. Mais si vous n'avez pas de... Je ne sais pas si, Lisa, vous avez une idée du contexte économique dans lequel vous êtes aujourd'hui? À ma hauteur d'étudiante, on va dire, très rapidement aussi. Non, mais je ne suis pas non plus étudiante en économie. Je dirais que tout est qu'une question de fléchage et qu'aujourd'hui, peut-être qu'on n'est pas assez bien fléché, notamment en pharmacie, à comparaison d'autres professions, notamment de santé. Parfait, merci. Corinne? Je dirais plutôt oui. Plutôt oui au regard de ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, je parle devant le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie, mais le budget de la sécurité sociale, et notamment la branche maladie, qui n'a jamais été aussi importante en montant, depuis des années, voit un effort demandé au secteur du médicament à hauteur de 800 millions à 1 milliard d'euros chaque année. À un moment donné, ça a forcément des impacts sur l'économie de l'officine. Ça ne peut pas être autrement. Et on parlait tout à l'heure des missions que peuvent porter les pharmaciens d'officine. Vous avez des officines qui, faute de ressources humaines,
peuvent pas les porter. Et donc, ça veut dire des honoraires dont elles ne peuvent pas bénéficier parce qu'elles ne peuvent pas accompagner les patients sur tel ou tel sujet. Donc, on voit bien que c'est tendu. Ça, c'est que l'aspect branche maladie, économie du médicament. Évidemment, c'est la contrepartie du choix de l'innovation qui est fait dans notre pays et qui bénéficie à des patients. Mais au niveau de l'officine, ça a forcément des impacts de façon très concrète sur l'économie, notamment des petites officines. Merci, Madame la Présidente. Un dernier mot. Non, je vous en prie, il y a des micros se baladent un peu partout sur les tables. Moi, je ne suis pas sûre de vouloir Non, conclure, mais juste peut-être un sentiment personnel. Je ne demande pas une analyse macroéconomique, évidemment, mais juste un sentiment personnel. sur l'économie du réseau. Sur le devenir ou sur le contexte actuel, est-ce que vous pensez qu'il est plutôt favorable à l'indépendance ou que c'est un petit peu compliqué en ce moment? Bon, moi, je suis une éternelle optimiste. C'est bien. Et je Il en crois... faut. J'ai toujours cru dans les pharmaciens et l'ADN des pharmaciens qui ont toujours su prouver par le passé qu'ils savaient d'abord, relever les défis, préserver leur indépendance, et on voit bien à quel point ils y sont attachés, et trouver justement les ressources pour faire face à ces évolutions. Maintenant, c'est sûr qu'on a besoin d'aide, on a besoin d'être écouté, d'être entendu. Et d'être, j'allais dire, soutenu aussi par la population, les patients. Mais ça, je sais que c'est acquis. Je regarde Gérard Raymond, mais Qui va parler tout à l'heure, d'ailleurs. Qui sont bien conscients, je crois, d'ailleurs, en effet, de ce rôle qu'ont les pharmaciens. Donc, tant que les pharmaciens rendront ce service de santé publique, d'accessibilité, de proximité au plus proche de l'accompagnement des patients, moi, je crois que rien ne peut nous arriver et que l'avenir est rose. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous. Vous pouvez y aller. Merci à tous les 5.